Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de Maïf Solutions Financières. Où placer son argent en 2024? Telle est la question. Durant une heure, nous allons nous efforcer de déterminer quelles seront les grandes tendances de l'année pour l'immobilier et pour les marchés financiers. Et naturellement, nous allons aussi revenir sur les solutions d'investissement qui semblent devoir l'emporter dans un environnement qui demeure assez complexe à appréhender. Pour analyser évidemment l'année qui vient, deux experts avec nous sur ce plateau, Pierre Sabatier et Olivier Veller. Bonjour à tous deux. Bonjour Vincent. Alors je vais faire brièvement les présentations. Pierre, tout d'abord, vous êtes président du cabinet de recherche et d'analyse économique PrimeView. Vous êtes économiste donc et stratégiste. Vous avez été lauréat, faut le rappeler, du prix Turgot en 2013. Olivier, vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières et en tant que tel, vous êtes un spécialiste des placements. Quelques mots à propos du déroulé de ce live. Il comporte 3 parties. La première nous occupera pendant une dizaine de minutes. Nous allons à la fois dresser un bilan rapide, j'insiste sur le rapide, de 2023 et nous verrons quelles sont les grandes lignes de force qui devraient prévaloir en 2024 et qui dessineront des risques et des opportunités en matière de placement. Bien évidemment, durant ces 10 grosses premières minutes, nous évoquerons aussi les solutions d'épargne, donc, qui semblent les plus adaptées. Ça, c'est pour la première partie. Dans la deuxième, nous balayerons plus en détail les grandes classes d'actifs, immobilier, actions, obligations. Et quand on parle d'obligations, on évoque également les fonds euros. Pierre Sabatier nous partagera sa vision du comportement de chaque classe d'actifs. Et en contrepoint, Olivier Veller nous livrera sa perception des opportunités ou non que chacune comporte pour vos placements. Point capital, vous pourrez adresser vos questions tout au long de ce live via le module prévu à cet effet qui se trouve à proximité de la vidéo. Vos questions seront rassemblées et posées dans la troisième partie, c'est-à-dire durant la séance de questions-réponses qui s'étendra au cours des 15-20 dernières minutes. Allez, on attaque la première partie. En 2023, messieurs, les investisseurs attendaient la récession et des baisses de taux de la part des banques centrales. Les espoirs de performance spectaculaire des marchés boursiers étaient relativement minces. Au final, on voit que la prévision est un art difficile, pas de récession. La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne, c'est-à-dire les deux grands instituts monétaires, ont monté leur taux d'intérêt. Et les marchés actions, eh bien, ils ont signé des progressions magistrales, plus 16% pour le CAC 40, et je ne mentionne même pas ce qui s'est passé aux États-Unis avec un S&P 500, c'est-à-dire l'indice de référence américain qui a progressé de 26%, et un Nasdaq à plus de 44%. Alors Pierre Sabatier, comment expliquez-vous cette année 2023 conclue par de telles performances des marchés boursiers ? Alors les marchés boursiers, je dirais que c'est presque un épiphénomène. S'il fallait d'abord résumer l'année 2023, je pense qu'il y a un seul mot qu'il faut retenir. Alors c'est deux mots, excusez-moi. Taux directeur, augmentation des taux, puisque ça marque véritablement un changement de monde. 2022 avait été marqué par une résurgence de quelque chose qu'on pensait éteint, le risque géopolitique, qui a généré en fait évidemment des craintes et a perturbé beaucoup les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur en 2022. 2023, c'est clairement les banques centrales qui ont donné le là, à travers une augmentation des taux directeurs colossale, qui nous a fait passer d'un monde dans lequel on avait l'habitude d'avoir des liquidités et de l'argent à disposition de manière infinie et quasi gratuite, à un monde dans lequel l'argent finissait par coûter. Alors, vous parlez de ces taux directeurs. Il faut qu'on visualise à quel point ça a été violent. Donc, on a un graphique qui apparaît à l'écran, normalement, et qui illustre finalement la soudaineté et la violence de ce mouvement de redressement des taux directeurs. Absolument, il faut avoir en tête que ce mouvement, alors les gens n'ont pas forcément sous les yeux ce genre de graphique, mais ce mouvement, il est quasi inédit dans l'histoire. C'est-à-dire que remonter les taux directeurs de manière aussi violente et avec une telle ampleur, c'est comme si, je donnais cette image-là, le pilote du véhicule appuyait brutalement des deux pieds sur le frein. Donc concrètement, la liquidité est devenue plus rare. Ça a été le fait marquant du champ économique en 2023. Et alors vous dites que la récession n'a pas lieu. Attention à ne pas avoir une vision déformée des choses. Le monde n'est pas plat. Le ralentissement de l'économie mondiale, il était déjà là. Il est vraiment, donc cet effet ralentisseur a déjà joué. Beaucoup en Europe, beaucoup en Chine.
Peu aux États-Unis jusqu'à maintenant, même si la fin d'année marque là aussi ce ralentissement. Et c'est normal. En fait, en économie, il faut savoir que lorsque la banque centrale appuie des deux pieds sur le frein, malheureusement pour elle, le véhicule ne ralentit pas tout de suite. Il faut 12 à 18 mois pour voir les effets sur l'économie réelle. Le véhicule, il ralentit 12 à 18 mois plus tard. Et c'est la raison pour laquelle le vrai ralentissement, il a débuté plutôt en fin d'année dernière. Et il va se propager à l'avenir. Bon, alors, pour tous ceux qui ne sont pas familiers du monde de la finance, et il y en a quelques-uns qui nous suivent, bon, les taux directeurs, c'est le loyer de l'argent, hein, gros. Oui. Voilà, donc en effet, plus le loyer augmente, plus l'activité est censée ralentir. Cela dit, on a eu de belles performances finalement de certains actifs financiers, dont les actions. Oui. Donc, normalement, lorsqu'on a des hausses de taux, ça baisse, et là, ça a monté. Tout simplement parce qu'il y a une différence en fait de timing. C'est ce que je disais, le 12 à 18 mois. Quand vous augmentez les taux, ben, ça n'a pas d'impact tout de suite sur la vie des gens. Hein, vous savez, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, le chiffre d'affaires des entreprises, c'est quoi? C'est ce qu'il achète. Et donc, il ne s'interroge pas au quotidien sur ce que va faire Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Il s'en fiche un peu. La question, c'est peut-il continuer à avoir le même comportement de consommation que par le passé? Et la réponse en 2023 était oui, encore. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, il y a beaucoup d'épargne, c'est-à-dire qu'en fait la crise sanitaire, contre toute attente, a permis aux gens quand même de mettre de l'argent de côté. Donc en 2023, même s'il y a eu de l'inflation et des revenus qui ont été un peu mis sous tension, eh bien les gens ont un peu puisé dans leurs réserves. Premier élément. Et deuxième élément, même si l'argent coûtait plus cher, tant que la carte bleue fonctionne, eh bien on peut continuer à acheter. Et en fait, c'est vraiment la traduction de 2023, et c'est pour ça qu'il faut du temps pour que l'augmentation des taux ait un impact véritable de ralentissement sur l'économie réelle. C'est parce que, un, d'abord, les gens puisent dans leurs réserves, deux, la carte bleue continue de fonctionner jusqu'à ce que la banque dise stop. Et force est de constater qu'elle commence à dire stop, et on en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors, Olivier, du côté des produits financiers maintenant, quel impact a eu cette année 2023, tout de même un petit peu déroutante? Alors, je dirais que si l'actualité économique était une série télé, on aurait eu la saison 1 avec la remontée de l'inflation, saison 2, remontée des taux d'intérêt, puis la saison 3, c'est l'impact en fait sur les classes d'actifs. Moi, je retiendrai une chose, c'est la baisse de l'immobilier. De manière assez mécanique, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur de l'immobilier monte, et quand les taux d'intérêt montent, la valeur de l'immobilier baisse. Et ça a eu des effets sur des placements qui étaient énormément utilisés par l'ensemble des épargnants, avec des traductions un peu différentes en fonction de la nature des véhicules. Sur les unités de compte immobilières, on a eu des baisses de l'ordre de 12 à 15% parce que la valorisation se traduit immédiatement en fait, dans la valeur de ces unités de compte. Ça a été un peu différent sur le marché des SCPI. Mais sur ce marché-là aussi, il faut bien voir qu'on a une crise, on va dire conjoncturelle, qui est celle de la hausse des taux, mais on rajoute à ça une crise un peu plus structurelle de l'immobilier de bureau. Là aussi, pas tout le bureau, mais plutôt l'immobilier bureau francilien, très localisé dans certaines zones de suroffre ou d'offres mal adaptées. Ce qui fait qu'on a eu des baisses de valeur de SCPI, plutôt des SCPI de bureau, et on a d'autres SCPI qui ont très bien résisté, sachant que dans le même temps, on est sur un environnement qui est en fait plutôt porteur pour l'immobilier, parce que l'immobilier réussit à répliquer l'inflation, et on a, et c'est un grand paradoxe, mais des SCPI qui ont à la fois baissé en valeur, mais qui ont cette capacité d'augmenter en fait leurs revenus à travers cette indexation des baux. Mais si je devais retenir une chose, c'est vraiment l'impact sur l'immobilier qui a été extrêmement puissant en 2023. Bon, donc les taux directeurs ont façonné l'année et l'impact majeur du côté des placements, c'est du côté de l'immobilier qu'il faut le trouver. Très bien. Quel est le scénario maintenant pour 2024 ? 2024, pour nous, c'est, vous savez, quand on parle de taux directeur, finalement, on parle de problématiques financières. On ne parle pas de problématiques d'économie réelle. Probablement, 2024, c'est celui de la reconnexion en fait, du monde du marché immobilier et des marchés financiers avec le monde de l'économie réelle. Et donc, force est de constater que, et c'est comme ça à chaque fois, les gens vous disent, vous voyez, en fait, l'économie n'a pas beaucoup ralenti, donc on va repartir tout de suite, puisque les pressions inflationnistes sont derrière nous, j'y reviendrai. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut du temps pour que ça se traduise sur l'économie réelle, et ça commence. Et ça se passe au travers du crédit, finalement. Au travers du crédit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la vraie transition qui s'est passée au second semestre 2023, et on va commencer à le constater début 2024, c'est que celui qui crée de la monnaie, celui qui rend l'argent disponible dans nos sociétés, ce n'est pas la banque centrale, c'est les banques commerciales. Et qu'est-ce qu'elles font, les banques commerciales? Comme toujours, lorsqu'elles commencent à avoir des craintes de solvabilité
du client final, à savoir soit du consommateur, soit de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prête moins. Et elle prête d'autant moins aujourd'hui, et donc c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, elle s'est arrêtée brutalement de distribuer des crédits. En tout cas, l'augmentation des crédits distribués, zéro. Zéro pour les consommateurs, zéro pour les entreprises. Alors qu'habituellement, on est entre 5 et 10% de progression par an. Et donc, cette moindre disposition finalement d'argent à la fois son coût, parce que ça coûte plus cher, mais aussi, vous l'avez compris, parce que les banques, et c'est logique, on peut les comprendre, veulent pas prendre le risque de ne pas être remboursées, hein, c'est assez logique, et fait que ça va se traduire dans les chiffres de chiffre d'affaires des entreprises en 2024. Donc le premier semestre 2024, c'est le premier moment durant lequel nos entreprises vont avoir des marges qui vont être sous tension, non parce que les coûts de production montent, comme souvent on l'a laissé entendre au cours des 2 dernières années, c'est pas ça le sujet, mais parce que les chiffres d'affaires sont décevants. Tout simplement parce que les gens auront moins de moyens pour acheter soit aussi cher, soit autant que par le passé. Donc c'est vraiment le mot d'ordre, reconnexion surtout au premier semestre avec un ralentissement qui, dans certaines zones, se transformera en récession. Mais vous allez voir, en fait, c'est pas grave. Alors, donc, je résume tout ce que vous venez de nous dire. L'idée forte, c'est les taux directeurs dont vous avez parlé en première partie commencent à produire les effets. D'ailleurs, on a un graphique qui montre justement de quelle manière ça affecte le crédit. Oui. Donc, ce graphique, je pense qu'on l'a à l'écran là maintenant. Donc, les conditions de crédit se durcissent. Ça a un impact sur la consommation, sur les entreprises. Et du coup, les marges des entreprises commencent à être affectées. Ah oui. Et donc, c'est finalement un effet domino. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est vendre quelque chose à quelqu'un. Quand le quelqu'un a moins d'argent pour acheter, soit il achète moins, soit il doit acheter moins cher. Et là, d'une certaine manière, c'est ça le chiffre d'affaires. Donc c'est bien ça qui est en jeu. Aujourd'hui, on est à zéro. Et là, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais un tel freinage de la distribution de crédit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est extrêmement rare. Et ça marche à tous les coups. Obligatoirement, ça doit se traduire par un ralentissement de l'économie réelle et des entreprises qui le traduisent, enfin, j'ai presque envie de dire, au premier semestre 2024. Mais ça va arranger quelqu'un dans l'histoire. Ça va arranger nos banquiers centraux. Parce que, Olivier le disait jusqu'à maintenant, dans notre série, la saison 2, me semble-t-il, c'était l'augmentation des taux directeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'inflation. Pourquoi il y avait de l'inflation? Parce qu'il y avait trop de demandes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire tout simplement le fait que le pilote appuie des 2 pieds sur le frein finit par faire ralentir le véhicule, mais le pilote, il ne veut pas que le véhicule cale, puisqu'il veut simplement que le véhicule ralentisse. Si le ralentissement se produit, eh bien le pilote va arrêter d'appuyer des 2 pieds sur le frein. Ça veut dire concrètement que, au regard du ralentissement qu'on anticipe, de la disparition des pressions inflationnistes, alors, on a un graphique, justement, qui a déjà débuté, et d'ailleurs on l'a dit parmi les premiers pour le coup, c'est-à-dire que les pressions inflationnistes ont commencé à rentrer dans le rang tout au long de l'année 2023 et ça va continuer en 2024. L'inflation qui disparaît, le ralentissement de l'économie réelle, alléluia pour les banquiers centraux. Il n'y aura plus de raison d'appuyer des 2 pieds sur le frein. Ils vont pouvoir arrêter d'appuyer sur le frein, voire même peut-être un peu accélérer. Appuyer sur l'accélérateur, ça veut dire concrètement que l'année 2024, elle sera aussi marquée par un changement majeur. La hausse des taux directeurs que j'ai évoquée tout à l'heure, eh bien, elle va changer de cap et on va s'orienter vers une baisse des taux. Ça veut dire concrètement pour monsieur tout le monde et madame tout le monde que les conditions de financement d'ici fin d'année 2024 seront substantiellement améliorées par rapport aux conditions de financement actuelles. Donc, si j'entends bien, c'est une année à 2 temps. Absolument. On va payer en première partie d'année, en fait, les effets de la politique monétaire. Absolument. En termes d'activité, de marge d'entreprise, de conso. Et après, on va voir la détente arriver. C'est vrai. Très honnêtement, c'est rare. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais c'est finalement un cycle économique relativement classique. Du côté des offres maintenant, dans ce contexte que nous décrit Pierre, finalement, qu'est-ce qu'il faut privilégier en 2024, Olivier? En fait, la réponse est assez simple, c'est l'obligataire. La réponse, elle est simple et les déclinaisons, elles sont nombreuses. Il faut absolument tirer profit du niveau actuel des taux d'intérêt. On sait qu'ils sont pratiquement à un niveau maximum. On sait qu'ils vont baisser. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Notre pari, c'est plutôt au 2e semestre et pas au 1er semestre. Et donc, il faut aller sur les produits qui profitent directement ou indirectement du niveau actuel des taux. Alors, évidemment, des fonds obligataires, mais aussi des fonds euros, qui sont des gros consommateurs finalement d'obligations. Et puis, pour ceux qui souhaitent des revenus, c'est peut-être un peu contre-intuitif par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais revenir sur le marché des SCPI, la grande différence, c'est qu'on va aller sur d'autres véhicules que ce qui était précédemment utilisé. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir ce point tout à l'heure.
Exactement. Voilà. Et Donc, pour compléter simplement, oui. parce que c'est vraiment un élément majeur, on ne se voit pas souvent, pas tout le temps, et donc il y a des moments en fait dans le monde de l'investissement qui sont rares, et je crois qu'effectivement la fenêtre de tir sur le marché obligataire, les produits de taux, eh bien ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas bénéficié, c'est presque, selon nous, en fait une opportunité historique qu'on reverra peut-être pas voilà, de sitôt. Alors, on va y revenir. Cette première partie servait à planter le décor. Je vous propose que maintenant, on s'attarde sur chaque classe d'actifs et puis qu'on aille un peu plus au cœur du sujet pour chacune d'entre elles. Alors, on va commencer peut-être par l'immobilier parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde a de la pierre ou a envie d'en posséder. Donc, l'immobilier, bon, la vision, on va dire, du profane, c'est que l'immobilier est aujourd'hui en souffrance. Mais à vous écouter, on a l'impression aussi qu'il présente des opportunités. Alors Pierre, d'abord, commençons par vous. Ah, alors quand vous dites l'immobilier, déjà, en fait, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers multiples. C'est-à-dire que ça soit en termes de type d'immobilier, en termes de mode de détention de l'immobilier. Je vais commencer par ce qui concerne tout le monde, peut-être l'immobilier résidentiel. Ce n'est pas tellement le sujet, mais pour que les gens comprennent pourquoi ça a été difficile jusqu'à maintenant, de manière assez simple. Olivier disait tout à l'heure, les taux qui augmentent amènent en fait un immobilier en souffrance, pour une raison toute simple. Et là, je vous pose la question. Quand les taux passent de 0 à 5, ou de 1 à 5, ça veut dire 4% de plus. Est-ce que vous savez, finalement, quand vous achetez de l'immobilier résidentiel en direct, vous l'achetez, c'est pas vous qui l'achetez, c'est la banque qui vous aide à l'acheter. Et donc vous allez vous financer à travers un crédit. Quand vous allez voir votre banquier, vous lui demandez de combien je peux disposer à mensualité constante. Prenez un exemple simple, 1 000 € de mensualité sur 20 ans. Eh bien, lorsque les taux passent de 1 à 5%, cette augmentation de 4%, le banquier vous donne la réponse suivante, vous aurez 35% de moins qu'avant. C'est-à-dire la capacité d'emprunt du ménage, lié au fait d'augmentation toute simple en fait du taux, fait que le même ménage à effort constant, eh bien, a une capacité d'emprunt qui est limitée. Vous comprenez pourquoi? C'est pas le désir en fait d'acheter de l'immobilier qui aujourd'hui est attaqué, qui amène en fait, d'achat immobilier. c'est uniquement la solvabilité en fait de ce désir. Cette capacité à transformer ce désir en acte, aujourd'hui, elle est mise sous pression à travers l'augmentation des taux. Donc ça, c'est un élément important pour dire est-ce que c'est la fin de l'immobilier? Pour ça, il faudrait que le désir ait disparu. C'est pas le cas. Là, pour le moment, on a simplement une mise en difficulté associée à la solvabilité de la chose. Il y a deux manières de répondre à cela. Soit on fait corriger les prix, c'est un tout petit peu le cas, mais ce n'est pas trop le sujet en fait en France. Soit il y a moins de transactions. Et en réalité, quand on parle d'un marché d'immobilier en souffrance, c'est les acteurs de l'immobilier qui sont en souffrance, les promoteurs, les notaires, les agents immobiliers, des choses qu'on ne pensait pas possibles, en fait, qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps. Parce que vous avez compris tout simplement que ce n'est pas le désir qui a changé, mais c'est que à ce prix-là et à ce niveau, au prix d'avant et au niveau de taux d'intérêt actuel, eh bien, il y a 30% de transactions qui ne peuvent pas se faire. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais ça, c'est vraiment sur de l'immobilier résidentiel. Donc ça veut dire concrètement que vu les perspectives qu'on a en termes de trajectoire sur les taux, eh bien, on devrait regagner, ou le ménage, celui qui a envie d'acheter, devrait regagner un pouvoir d'achat au fil de l'année qui lui permettra de retrouver un peu plus de volume. Et donc, entre une baisse relative des prix, un petit pas fait par le vendeur, et des regains en capacité d'emprunt du ménage, on devrait trouver en fait un marché, ou se trouver sur un marché qui sera probablement, où on va se retrouver sur un équilibre d'ici en fait le second semestre 2024. Ça, c'est pour l'immobilier résidentiel. Absolument. Mais il y a aussi l'immobilier professionnel, d'investissement. Oui. Alors, et ça, je pense qu'Olivier en fait complétera. Mais donc ça, c'était l'immobilier résidentiel, c'est le cœur, on va dire, ce qui concerne la plupart des gens. Mais en immobilier d'investissement, on investit beaucoup dans le bureau et le commerce. Et là, en l'occurrence, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avec les niveaux de taux actuels, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements, on ne peut pas valoriser les mêmes choses quand les taux ont augmenté, puisque là aussi, ça s'achète souvent avec du levier. Il y a un double phénomène important à avoir en tête. Un, il faut être plus exigeant quant au prix d'acquisition des bureaux et des commerces. Quand vous dites ça s'achète avec du levier, pour que ça soit clair pour tout le monde, ça s'achète avec de la dette. Avec de la dette, avec du crédit, etc. Entre autres, pas que, mais entre autres. Et puis les modèles d'évaluation fait que quand les taux sont à 0, on ne peut pas en fait dire que ça vaut la même chose que quand les taux sont à 5. Voilà, ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps et c'est pas le soir pour. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a deux sujets. Il y a celui de la valeur. Donc il faut être exigeant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter la même chose qu'avant. Donc naturellement, quand il y a des opportunités d'achat où il y a des véhicules qui peuvent acheter au prix actuel, c'est intéressant parce que vous avez des rendements qui vont être plus élevés. Le deuxième sujet qui m'amène à dire et à penser que sur la classe d'actifs immobiliers, il faut y retourner progressivement mais avec une extrême sélectivité, c'est parce que le deuxième sujet, lorsque ça ralentit, lorsque l'économie ralentit, eh bien, quel risque on prend quand on achète de l'immobilier de commerce ou de bureau?
eh bien que le commerçant ou celui ou l'entreprise qui occupe le bureau n'ait pas les moyens de payer le loyer. Et donc vous savez qu'en période de ralentissement économique ou de récession, eh bien naturellement, le nombre de défauts d'entreprise ou de faillites d'entreprise augmente. C'est la raison pour laquelle on peut y aller, puisqu'on a retrouvé en fait finalement du rendement, mais en étant très exigeant quant à la sélection des actifs, et donc derrière ça, la sélection en fait des locataires en fait des biens que vous allez acquérir dans votre portefeuille. Parce qu'on y est là, on est dans l'économie réelle et les défauts, ils arrivent plus qu'ils ne sont déjà passés. Alors, j'entends dans ce que vous dites, Pierre, sélectivité. Justement, Olivier, vous êtes un sélectionneur de produits. Alors, Ouais. comment vous vous situez par rapport à ce marché immobilier, notamment de l'immobilier d'investissement? Alors, Pierre faisait état d'une spécificité du marché français qui est réelle, c'est que le marché français a tendance à corriger beaucoup moins vite que les autres marchés européens. Sur l'immobilier professionnel, on a des marchés en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, des marchés beaucoup plus fluides, Oui. qui corrigent très très vite. Le marché français, il ne corrige pas tout de suite, simplement, il gèle les transactions. Et dans un second temps, il commence à corriger, ce qui veut dire que selon nous, on aura encore des corrections, notamment sur l'immobilier de bureau sur le premier semestre 2024. Mais ça veut dire que quand on investit en Europe, on retrouve en fait du rendement qu'on n'a pas connu depuis de nombreuses années. Sur le marché européen, vous avez des rendements qui sont aujourd'hui entre 6 et 8% que vous trouvez assez facilement. Donc ça veut dire que quand vous achetez entre 6 et 8%, vous voyez ce que vous pouvez donner en termes de rendement. D'autant que quand vous êtes sur des SCPI européennes, vous avez, on va dire, un frottement fiscal qui est bien plus faible que des SCPI 100% françaises. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais à taux équivalent, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, nous, on pense qu'il y a une fenêtre de tir historique pour aller de nouveau à la fois chercher du rendement, par contre sur des jeunes SCPI, c'est-à-dire des SCPI qui n'embarquent pas en fait un stock notamment d'immobilier de bureau qui décote aujourd'hui. Donc on va chercher des jeunes SCPI plutôt sur le marché européen. Et puis, sur des thématiques qui sont aujourd'hui plutôt porteuses, je pense à toute la réindustrialisation européenne, les marchés de la logistique, le marché de l'hôtellerie qui avait beaucoup décoté pendant les phases du Covid et qui finalement est en phase de reprise. Je vais vous donner juste un chiffre sur le marché de l'hôtellerie. En 2023, le monde a battu son record du nombre de touristes. 3 milliards de touristes dans le monde. Vous regardez les performances des entreprises d'Air France, etc. Ils n'ont jamais fait autant de bénéfices. Ils ont totalement effacé la crise du Covid. Donc, on a à la fois des thématiques bien particulières, des jeunes SCPI. Et c'est vrai que pour des vieilles SCPI historiques très chargées en bureau, on va essayer de ne pas y aller. Par contre, et ça c'est un message aussi aux détenteurs de SCPI, ce sont des SCPI quand même qui réussissent à impacter dans leurs revenus l'inflation. Donc vous pouvez très bien être détenteur de vieilles SCPI traditionnelles de bureau, voir ces valeurs qui ont fortement baissé, et vous verrez quand même, dans les années qui viennent, les revenus augmenter, parce qu'il y a justement cette indexation. Donc le message, c'est garder ces CPI. De toute façon, ce n'est pas le moment de les vendre parce qu'il y a aussi plus de liquidité. Mais par contre, si vous voulez vous constituer une épargne actuelle ou future, allez sur cette nouvelle SCPI. Et nous, c'était tout le travail qu'on a fait de sélection en 2023, de nouveaux véhicules qu'on estime très porteurs, à la fois pour les revenus, mais aussi pour la valorisation future. Parce que comme on anticipe une baisse des taux, on sait aussi que la valorisation des biens, mécaniquement, va s'apprécier dans les années qui viennent. Et est-ce qu'il ne faut pas rappeler aussi à tous ceux qui investissent dans les SCPI qu'ils achètent finalement une rente immobilière et que certes la valorisation est une cerise sur le gâteau, mais c'est d'abord ça qu'ils acquièrent. On achète une rente immobilière, ça c'est une certitude, mais après, on va dire qu'il y a des comportements d'épargnants qui sont plus ou moins vertueux. Le comportement classique, c'est quand même toujours d'aller chercher la martingale, d'aller chercher le produit qui va bien avec le meilleur rendement. Si ça existait. Mais, alors, si ça existait, d'abord, on serait sans doute nous-mêmes des rentiers, on ne serait pas présents là ce soir. Mais c'est assez difficile quand même de savoir à un horizon de 5-10 ans quelle classe d'actifs va bien marcher. Vous voyez, on parlait de l'hôtellerie. Je vous aurais parlé de l'hôtellerie pendant la période de Covid. Vous m'aurez jeté des tomates, alors qu'aujourd'hui, c'est une
classe d'actifs qui marche formidablement bien. Donc, il est important en fait pour l'épargnant de bien diversifier sur différentes classes d'actifs, sur différentes sociétés de gestion, parce que au-delà de la question de la valorisation, se pose la question de la liquidité. Bien sûr. Et quand vous avez une SCPI qui n'est plus assez attractive, vous n'avez plus de collecte. Quand vous n'avez plus de collecte, eh bien finalement, vous n'arrivez plus à servir les retraits. Et que ce que font les sociétés de gestion? Eh bien, si elles n'ont plus de collecte, elles vont vendre des actifs et en général, elles vendent au mauvais moment avec une décote qui a mécaniquement un effet amplificateur en fait de la base de la baisse de valorisation. Et là, ça sent pas bon. Là, Et là, on est dans des situations très difficiles. enfin, Donc, compliqué. effectivement, il y a des opportunités, mais toujours, Avec précaution. et c'est vraiment notre credo, quand vous allez sur les SCPI, investissez sur 4 ou 5 SCPI de sociétés de gestion différentes pour justement avoir une résilience maximale et vous garantir le plus possible de liquidité dans les années qui viennent. J'ajoute aussi que nous avons sélectionné des SCPI qui peuvent se souscrire par des versements programmés. On avait l'habitude d'utiliser l'effet de levier du crédit. Alors, quand vous avez des taux à 8, 10 ans, à 4%, effectivement, vous avez un peu moins envie d'y aller qu'il y a 3-4 ans. Mais on peut le compenser à travers en fait, un effort d'épargne que vous mettez en place tous les mois, qui est finalement beaucoup plus souple que le crédit parce que vous n'êtes pas engagé sur plusieurs années. Et donc, vous pouvez progressivement vous constituer un portefeuille de SCPI diversifié avec des versements programmés. Et si je peux juste me permettre, parce que ça complète le propos initial, c'est qu'en fait, il faut aller voir en tête que grosso modo, l'année dernière, il ne fallait pas en avoir, cette classe d'actifs, hein, c'est un peu le sujet. Mais globalement, parce que c'était en fait une correction globale, et que l'année 2024, c'est différent. Aujourd'hui, on peut aller sur ce site du support, mais comme le disait Olivier, il faut être exigeant en termes de rendement. Il faut pas acheter, vous ne pouvez pas acheter la classe d'actifs au même rendement que par le passé. C'est clair. Quand les taux sans risque sont passés de 0 à 4, eh bien, ce type de véhicule-là doit passer en termes de rendement de 4 à 5 à 6 à 7 ou 8. Et donc, si ça vous en fait, parce que l'investissement, c'est pas autre chose qu'une espérance de gain et un risque à assumer. Et le risque à assumer, il amène à une rémunération qui doit être attractive par rapport aux autres actifs. Et cette attractivité relative dans cette classe d'actifs-là, elle doit pousser à être exigeant quant au rendement que les véhicules doivent vous servir. Alors, c'est évident que c'est plus simple pour les jeunes sociétés qui n'ont pas eu à acheter des choses très très chères, parce qu'il faut être très concret. En fait, la problématique des sociétés ou des vieux véhicules, c'est qu'ils ont acheté au prix de l'époque. Ils ont un gros portefeuille constitué sur des prix qui sont très élevés, d'où l'écrasement des rendements, parce que les loyers par rapport à un prix très élevé sont faibles. Ceux et les nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, ils rentrent aux conditions de marché actuel. Les transactions se font à 20, 30 ou 40% en dessous de ce qu'elles se faisaient il y a 2 ans. Donc, à loyer constant, vous comprenez vite que loyer sur le prix d'acquisition permet de servir des rendements supplémentaires. Donc, c'est ça le sujet. Et aujourd'hui, on propose des SCPI avec 6% de rendement. Ça faisait plusieurs années qu'on ne retrouvait plus ce niveau de rendement sur le marché des SCPI. Donc, si je synthétise tout ce que vous venez de nous dire à propos de l'immobilier, si j'ai extrait les messages clés, bon, les prix doivent baisser à cause des taux. On y revient encore une fois, c'est mécanique, puisque ça atrophie, réduit le pouvoir d'achat des ménages quand on parle du résidentiel. Du côté des professionnels, on sait qu'ils se financent par la dette. Donc, Entre autres, ouais. voilà, on ne va pas rentrer dans tous les problèmes que ça peut susciter. Mais en tout cas, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs doivent vendre des patrimoines qu'ils ont acquis cher. Du coup, ça offre des opportunités pour des acteurs plus récents et qui ont les liquidités pour acheter. La bénédiction dans tout ça, c'est que les rendements redeviennent attrayants. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'effrayer forcément, en tout cas c'est le message que j'entends, de la baisse, parce qu'elle constitue une opportunité pour ceux qui sauront la saisir. C'est une opportunité historique. Hein. Ça fait des années qu'on n'a plus vu en fait, une fenêtre de tir aussi intéressante sur ce marché. Mais par contre, vous insistez bien sur la sélectivité et sur le panachage, ça c'est indispensable. Donc avoir des CPI de profils différents. De profils différents, et d'où l'importance de travailler avec un acteur comme Maïf Solutions Financières. Nous, notre métier, c'est d'aller sélectionner en fait des sociétés de gestion, des SCPI pour aller proposer effectivement une diversification la plus large possible. Et contrairement à ce que vous aurez chez votre banquier, où on vous propose en fait les produits maison, vous avez avec nous la capacité de bénéficier de ce travail de sélection qu'on a fait en amont. Bon, gros chapitre sur l'immobilier. On va ouvrir un autre chapitre, celui des marchés d'actions, si vous le voulez bien. Bon, Pierre, quand vous avez brossé finalement l'environnement qui nous attend, ce que j'entends, encore une fois, c'est que ça va être plus compliqué pour les entreprises, puisque là, on va avoir le
plein effet de la hausse des taux directeurs, puisque ça va attaquer le consommateur et ça va également fragiliser les entreprises. Donc, est-ce que la bourse, aujourd'hui, c'est pas un sujet d'attention, voire de méfiance? Très clairement, pour nous, on recommande la prudence. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, revenons aux fondamentaux. Pourquoi on achète des actions? Là, Olivier parlait en fait de l'immobilier, de la raison pour laquelle on achète de l'immobilier ou une obligation. On l'achète moins pour ce que ça vaut, mais pour ce qu'elle vous rapporte en termes de revenus, en termes de rente, en termes de rendement. On achète une action non pour ce qu'elle a fait ou ce qu'elle va vous rendre, mais parce qu'on estime qu'elle va créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Parce qu'une action, c'est pas comme une obligation. Vous en devenez propriétaire. Vous êtes un petit propriétaire de l'entreprise, mais vous êtes propriétaire de l'entreprise. Donc, quand vous achetez en fait une action, vous faites le pari que l'entreprise créera plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Or, le contexte que je brossais tout à l'heure est celui-ci. Et le suivant, c'est que l'économie réelle dans son ensemble est en train de ralentir et nous entraînera probablement en récession, pas très profonde, mais en récession en fait quelque part en 2024. Naturellement, dans ces cas-là, eh bien, les entreprises seront amenées à souffrir. Donc, globalement, même si, attention, là aussi, il n'y a pas une action, il y a des actions en général, mais la classe d'actifs actions est particulièrement pénalisée dans ce type de contexte. Et je vous donne, pour vous convaincre, parce que je vous sens dubitatif, Vincent. Quand on regarde aujourd'hui la tenue des indices, on se dit finalement tout va bien. Oui, mais vous êtes si fin que vous savez que les indices ne signifient que c'est une forme de chimère, puisqu'en réalité, ils tiennent sur la base de quelques valeurs simplement. Vous savez, ces grandes entreprises qui brillent. Aux États-Unis, les GAFAM, chez nous, en fait, les valeurs du luxe. Mais quand vous regardez le reste de la cote, au final, il n'a pas fait grand-chose depuis un an et demi, en vérité. Donc, attention déjà aux grands indices, ça, c'est un premier message. Parce que les médias, finalement, on se focalise, il y a un effet de biais où on se focalise sur quelque chose qui a des significations qui sont réelles, puisque c'est vrai, les indices sont à des niveaux élevés, mais qui, en fait, sont portés par un tout petit nombre de valeurs, mais pas sur l'ensemble de la cote. Et donc, pour revenir à mon propos, le vrai sujet, c'est quoi? C'est que historiquement parlant, et c'est toujours comme ça, une récession ou un ralentissement fort de l'économie, ça doit nous pousser, à nous observateurs, à réviser nos attentes en termes de profits réalisés par les entreprises. C'est un sujet simple, dans le monde de l'investissement. Pour acheter une entreprise, vous allez regarder quelles sont les attentes de profit de l'année prochaine. Si vous pensez que les profits vont progresser, vous achetez. Vous achetez l'action parce que ça va vous porter et vous allez pouvoir gagner de l'argent comme cela. Eh bien, dans la situation actuelle, toute récession, elle coûte toujours entre 20 et 25% de baisse, de révision, de correction des attentes des profits. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les profits 2024 sont anticipés, prenons cet exemple, à 100, et que la réalité, elle sera beaucoup plus proche de 80 que de 100. Et donc, naturellement, eh bien, les actions ou la valorisation des entreprises, à travers le prix des actions, elle a tendance à corriger au regard des corrections des anticipations de profits qui sont réalisées. Donc, sur les actions, prudence, et surtout, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est patience, patience. Ça va revenir. Et d'ailleurs, je vous donne quelques indices pour faire du timing, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aller sur les actions. Il y aura des opportunités, là aussi, majeures, de retour sur les marchés actions, sans s'interroger sur est-ce le bon moment. Et historiquement parlant, ce n'est pas quand on est proche des sommets de taux directeurs. Je vous ai montré la courbe au tout début de notre intervention. Les actions, elles rebondissent fondamentalement et pour plusieurs années. Et donc, c'est un vrai point d'entrée fondamental, non quand on est proche des plafonds, mais quand on est proche des planchers. Or, je disais tout à l'heure que les banquiers centraux en 2024 commenceront à baisser leurs taux pour accompagner le ralentissement. Et car ils auront suffisamment baissé pour revenir à des niveaux qui seront beaucoup plus acceptables et soutenables pour les ménages et les entreprises, à ce moment-là, les marchés actions, toujours en anticipation, repartiront pour un cycle positif. Et là, je suis sûr que Maïf Solutions saura vous dire qu'il faut y aller. Mais là, concrètement, j'ai presque envie de dire, voilà, là, il faut rester prudent vis-à-vis de cette classe d'actifs. Est-ce que vous partagez l'avis de prudence de Pierre, Olivier? Je partage à la fois l'avis de prudence et puis l'image donnée du véhicule avec les banques centrales, les deux pieds sur le frein. Si je continue à filer cette métaphore, on fait ralentir le véhicule, mais on ne l'arrête pas. C'est-à-dire, dans le jargon, on dit sous-pondéré. Ça veut pas dire qu'on ne va plus du tout sur les marchés actions, mais on met dans les adéquations une part beaucoup plus légère que ce qu'on aurait peut-être pu mettre il y a quelques années.
Et donc nous, on a une gestion pilotée justement qui permet, enfin qui évite en fait aux particuliers de se poser la question du market timing, j'y vais pas. Parce qu'en général, quand on décide d'y aller, c'est toujours après les hausses, et puis quand on décide de vendre, c'est toujours après les baisses, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on a de la gestion pilotée qui évite de se poser ces problématiques-là. On a aujourd'hui des profils dans les gestions pilotées avec vraiment une sous-pondération hein, des actions. Donc c'est plutôt intéressant d'utiliser aujourd'hui cette gestion pilotée. Et puis, on pense qu'on est sur une très belle année pour aller construire des produits structurés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que nos produits structurés, mais on a une gamme de placements millésimes hein, qu'on a chez nous depuis une dizaine d'années. On sort des produits, 3 à 4 produits chaque année. Le produit qu'on commercialise aujourd'hui a des sous-jacents actions, mais donne des coupons hein, de 3,25% par semestre jusqu'à 25% de baisse. Donc ça veut dire que même dans une année où on pense que les marchés vont être chahutés, on réussit par une construction un peu technique à toujours proposer des performances positives aux épargnants sur des sous-jacents actions. Bon, je crois qu'on a fait le tour du côté des actions. Prudence donc, même si, encore une fois, il y a des solutions pour jouer, en effet, les marchés. Vous dites patience, Pierre, également. Venons-en aux obligations, parce que les taux directeurs sont cruciaux pour déterminer, finalement, le sort des classes d'actifs. Mais en l'occurrence, il me semble avoir entendu le mot opportunité du côté des obligations, selon vous. Donc, est-ce que c'est vraiment l'opportunité évidente que vous décrivez? Alors, je vais vous donner une clé, parce que souvent, vous savez, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Hein, voilà. Mais on a une clé pour comprendre quel est le bon niveau de taux. Alors, je ne ferai pas référence à ce fameux sketch des inconnus, le bon chasseur ou le mauvais chasseur, le bon niveau de taux, le mauvais niveau de taux. Mais en fait, le bon niveau de taux, ce n'est pas un calcul mathématique. Le bon niveau de taux, c'est celui que sont capables de supporter les ménages et les entreprises. Et la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est si les entreprises ou les ménages sont capables de vivre avec des taux plus élevés, alors les taux monteront. Mais si les entreprises et les ménages, en réponse à des taux qui deviennent plus élevés, ne peuvent plus autant investir que par le passé ou consommer que par le passé, eh bien les taux rebaisseront. Et c'est une forme d'équilibre. Pourquoi? Parce que si vous maintenez vos taux, et vos taux longs, qui sont ceux qui intéressent le plus, vous et moi concrètement, puisqu'on ne va pas se financer à la Banque centrale au jour le jour, on ne s'endette pas pour rembourser le lendemain, ce n'est pas le sujet. Eh bien, c'est ce niveau de taux-là qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on constate? Et donc, maintenant, quel est le bon niveau de taux qui fait que les ménages ou les entreprises peuvent le supporter? Eh bien, en économie, ça se traduit par la croissance potentielle. La croissance potentielle, c'est ce qu'on peut espérer comme niveau de croissance au regard de ce que nous sommes, en tant que population, en tant que système scolaire, en tant qu'infrastructure, etc. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la croissance potentielle en Europe, dans notre vieille Europe, a progressivement tendance à décroître. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait s'attendre sans problème à atteindre des niveaux de croissance de 3-4%. Puis ça a glissé à 2 à 3%, et aujourd'hui, on est entre 1 et 2% maximum. Ça veut dire quoi? C'est qu'avec ce glissement-là, eh bien, par construction, le niveau de taux d'intérêt, qui sera le niveau de taux d'intérêt d'équilibre, c'est celui qui sera corrélé à ce niveau de croissance-là. Donc tout ça pour vous dire qu'en Europe, 4% de taux d'intérêt, c'est insoutenable. Ça crée le ralentissement, ça crée la récession. Nous ne sommes pas suicidaires, en tout cas je l'espère, pas plus suicidaires que les Américains ou les Chinois. Face au ralentissement qui s'impose à nous, eh bien les taux rebasculeront, retendront vers leur niveau neutre finalement, ni trop haut, ni trop bas. Et le ni trop haut, ni trop bas, selon nous en Europe, il tourne autour de 2%. Aujourd'hui, on est à 4%. Donc le 2%. Alors ça dépend les zones, hein, évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si on est à 4, eh bien, il tourne autour de 2%. Et donc c'est cela en fait qu'on va jouer. Donc quand je dis acheter les taux longs des obligations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'acheter avec une très forte visibilité, c'est-à-dire sans risque de ne pas être payé concrètement, puisque c'est les États qui émettent, eh bien, des revenus ils vont vous rendre du 4%, voilà, aujourd'hui, ou du 5% si on parle d'obligations corporate, alors que dans 2 ans, probablement, le même émetteur sera prêt à vous payer, oui, mais plus que 2% ou 2,5%. Et donc, votre papier que vous aurez acheté à 4% vaudra beaucoup plus demain qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut tout de même le rappeler, parce que ça, ce n'est pas évident quand on parle des taux. Oui. Une obligation voit sa valeur augmenter quand les taux baissent. Oui. Inversement, elle voit sa valeur baisser quand les taux montent. Voilà, donc quand je dis notre pari principal, c'est que les taux tendent et rebaissent, ça veut dire que le corollaire de ça, c'est que le prix des obligations monte. Mais pour que les gens donc comprennent... vous cristallisez, vous captez Évidemment. du rendement
un rendement qui, selon vous, ne sera plus au même niveau dans 2 Absolument. ans, il sera bien inférieur. Et en plus, vous avez le double effet qui se coule, vous avez la réappréciation finalement Oui. de la valeur de l'obligation. Et je dirais juste un mot en disant, rappelons-nous d'où nous venons. Nous avons tous pleuré le fait que, concrètement, la classe d'actifs obligataires avait complètement disparu. Personne n'en vendait parce que l'attractivité de cette classe d'actifs, c'est-à-dire que les rendements proposés étaient si faibles qu'ils n'intéressaient plus personne. En 1 an et demi à 2 ans, on a retrouvé des niveaux de rémunération qui sont aujourd'hui suffisamment attractifs. Je rappelle tout à l'heure, espérance de gain, risque à assumer. Au regard du faible risque à assumer, ce type de rémunération nous paraît très attractif. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la classe d'actifs obligataires ou sur l'immobilier, les comportements sont quasi certains. On sait que les taux allaient augmenter, on sait que l'augmentation des taux allait avoir un impact sur la valorisation de l'immobilier. On sait que les taux vont baisser, puisque c'est annoncé, les banques centrales ont dit qu'elles avaient fait leur chemin de hausse des taux. On est sur un plateau. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va descendre du plateau. Est-ce que c'est fin du premier semestre? Est-ce que c'est un peu plus tard? Donc on sait que les taux vont baisser. Donc la vraie opportunité, c'est d'aller cristalliser sur ce premier semestre les taux actuels et de pouvoir les cristalliser sur plusieurs années. Alors Pierre parlait des taux obligataires des États. Oui. Ou des entreprises, c'est pareil. C'est pour moi. Les entreprises, les taux évidemment sont plus plus élevés intéressants. puisqu'il y a un risque de signature. Et donc aujourd'hui, on a des fonds qu'on appelle des fonds datés, c'est-à-dire que vous achetez des fonds obligataires d'entreprises qui ont une échéance que vous connaissez. Donc nous, on propose des produits à 2027, 2029, 2030. Donc vous connaissez votre échéance, vous savez que vous êtes sur de l'obligation d'entreprise, alors plus ou moins risqué, et donc vous aurez des rendements plus ou moins élevés. Et donc vous pouvez comme ça cristalliser entre 4 et 6% de rendement sur les quelques années qui viennent, de manière quasi certaine, quasi mécanique. Donc, et d'ailleurs, dans ces cas-là, le conseil qu'on donne, c'est dans ces cas-là, si c'est une opportunité qui ne risque pas de réapparaître dans le temps, eh bien, projetez-vous et essayez de le cristalliser le plus longtemps possible. Donc, la duration, c'est-à-dire que aujourd'hui, et ça, j'aime bien le répéter, ça vaut quelque chose, le fait de ne pas avoir à s'interroger chaque jour ou chaque année, qu'est-ce qu'on va faire de son argent. Demander où est-ce qu'il faut le placer aujourd'hui, mais il y a aussi en fait celle de la durée. Et cette économie-là d'interrogation et de questionnement, elle vaut quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en fait une offre qui nous permet d'y répondre. Et je rajouterais que 4, 5, 6% de rendement face à une inflation qui, selon vous, doit redescendre à 2, voire en dessous, eh bien, ça offre une rémunération réelle du capital beaucoup plus intéressante. Bon, le temps file, il faut qu'on enchaîne. Donc, on a bien compris, immobilier des opportunités, opportunités historiques, selon vous, du côté de l'obligataire. Des actions, c'est la prudence. Il faut mentionner tout de même très rapidement, puisqu'on a parlé des obligations et c'est corrélé, les fonds euros. Un petit mot, Olivier, peut-être? C'est un peu le renouveau des fonds euros, alors surtout lié aux décisions des assureurs qui avaient constitué des réserves pendant les années de baisse des taux, de reprendre en fait les réserves, une partie des réserves qu'ils avaient constituées pour accompagner en fait ce mouvement de hausse des taux que l'on connaît. Donc ça veut dire profiter finalement pour l'assureur d'acheter du papier qui va être relutif de la performance. Et là, tous les assureurs ne sont pas placés à la même enseigne parce que on a assisté en 2023 à des mouvements de décollecte sur le fonds euro extrêmement importants. Les gros assureurs ont beaucoup décollecté. Et ça les empêche d'acheter finalement du nouveau papier. Parce que quand vous achetez du papier, c'est en partie par rapport à l'arrivée à échéance des papiers que vous avez sur votre fonds euro. Et puis en grande partie, c'est lié à l'afflux d'argent frais que vous pouvez replacer. Et là, on est plutôt très bien positionné à la Maïf parce que nous sommes un des rares assureurs à avoir plus collecté en 2023 que décaissé. Donc, on est en collecte nette positive et donc on est très bien placé pour capter en fait les opportunités actuelles, ce qui va nourrir positivement en fait le rendement des fonds en euros. Et donc, on va dire que la baisse continue qu'on a eue pendant plusieurs années des rendements des fonds euros s'est arrêtée. On est plutôt en phase de hausse progressive et de reconstitution progressive en fait, des capacités de rendement d'un bon fonds euro. Donc les gens comprennent tout simplement parce que les gens ne l'ont pas toujours en tête. En fait, quand vous achetez un fonds euro, à l'intérieur du fonds euro, il y a grosso modo 80% d'obligations.
Donc, vous voyez, quand on est acheteur d'obligations, alors c'est sûr qu'elles sont déjà en portefeuille, c'est d'où le propos d'Olivier, mais concrètement, c'est une approximation pour aussi en fait acheter en fait des obligations. Et donc, les assureurs qui ont de l'argent frais Pour à investir seront aujourd'hui. en capacité de saisir les opportunités offertes par le marché obligataire, donc ce qui devrait retentir sur les rendements des fonds euros proposés par ces 10 assureurs. De certains fonds, voilà, de certains Oui, d'entre eux. hein. je parle bien de certains assureurs, parce que vous dites que tous ne sont pas logés à la même enseigne, mais on a cru comprendre que la Maïf était bien positionnée. Bon, beaucoup d'investisseurs, d'épargnants souhaitent donner du sens à leur épargne. Comment Maïf Solutions Financières entend répondre à cette demande en matière d'offres? Alors déjà, il faut savoir que toutes nos offres sont ISR. Quand il y a un label sur des classes d'actifs, on va chercher systématiquement le label ISR. Vous avez des produits où le label n'existe pas, mais dans ce cas-là, on va chercher, par rapport à la classification européenne de ce type de fonds, les classifications les plus élevées. Et puis, vous avez de plus en plus de fonds thématiques qui vous permettent d'aller choisir en fait, le secteur sur lequel vous voulez investir. Il y a une grosse thématique en ce moment qui est en train de monter, c'est la transition énergétique. Et donc, nous avons un fonds d'ailleurs, qui s'appelle Maïf Rendement Vert dans notre contrat d'assurance vie, qui investit justement sur cette transition énergétique. Et puis, on a un autre fonds pour aller plus particulièrement investir sur le développement du solaire, plutôt en France, qui s'appelle Smalt ENR. Et donc, ce sont des produits qui vous permettent d'aller choisir le secteur d'investissement que vous souhaitez soutenir avec des profils de risque assez divers. Donc, on va être très prudent sur la transition énergétique parce que finalement, on utilise principalement en fait, le moteur obligataire pour construire ces fonds. Mais on peut aller essayer de chercher un peu plus de risques sur d'autres types de fonds. Je pense à un fonds qu'on va lancer prochainement autour de la transmission des PME. Vous avez de plus en plus de chefs d'entreprise dans les PME qui dépassent 65 ans. Et l'idée de ce fonds, c'est de revendre ces entreprises au management. On va éviter de les vendre à des Chinois ou à des fonds de pension américains. Et donc, le fonds va aider le management à reprendre ces entreprises et à continuer leur croissance. Voilà. Donc, vous avez la possibilité en tant qu'épargnant, à côté des grandes classes d'actifs et des grands placements traditionnels, d'aller choisir les thématiques qui vous interpellent ou que vous avez envie de soutenir. La conclusion de tout ça, c'est tout de même de la diversification, des opportunités, grosso modo. Je pense que ce sont les deux mots-clés. Et sélectivité, et je pense qu'il faut bien être conscient qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités que dans les mois qui viennent. Et donc, c'est vraiment le moment, par rapport effectivement aux différentes classes d'actifs qu'on a pu détailler, d'y aller. Et d'y aller avec conviction, en tout cas. Et j'y rajouterai d'ailleurs conviction et exigence. Par contre, il est probable aussi qu'en 2024, on fasse de plus en plus la différence entre les bons des mauvais. Et ça, c'est peut-être un point quand même qu'il faut avoir en tête. C'est un changement majeur. Quand vous savez, l'argent est gratuit et accessible dans des proportions quasi infinies. Eh bien, finalement, il n'y a jamais de problème parce qu'on a les moyens en fait de les mettre sous le tapis. Lorsque c'est moins le cas, eh bien, c'est là où on commence à faire la différence entre les bons et les mauvais. Donc, à partir du moment où vous êtes bien accompagné et que ces gens-là savent faire bien leur métier de sélectionneur avec exigence, et bien concrètement, on peut construire probablement des portefeuilles. Ça va s'étendre sur toute l'année 2024, qui seront valables et robustes pendant des années. Si vous voulez rencontrer un conseiller, allez sur maif.fr dans l'onglet épargne et financement et dans l'espace conseil en gestion de patrimoine, vous y trouverez un formulaire de prise de rendez-vous. Messieurs, merci beaucoup. Et merci à vous Vincent. de nous avoir suivis. Merci.